Merci, Madame Dumas. Monsieur Chassaigne, pour Gauche démocrate et républicaine, le président Chassaigne lui-même. Merci, Monsieur le Président. D'abord, une observation pour dire que bon, j'approuve complètement la fin du rapport concernant l'exigence, la nécessité de renouer le dialogue avec la Russie. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup à faire dans ce domaine-là. Je crois savoir d'ailleurs que cette volonté portée par d'autres au niveau européen, puisqu'on a ici un collègue, je crois, de Die Linke, je sais que Die Linke est très sensible à ça, et que notamment j'ai eu un contact récent avec Gregor Gysi, qui est chargé, je crois, de ces questions au niveau de l'international par le groupe Die Linke de Bundestag, et que je dois d'ailleurs rencontrer à Paris début septembre. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on porte à plusieurs au niveau européen sur le fait de développer la relation avec la Russie. J'ai trouvé qu'il y avait une absence, mais je crois qu'en posant la question, j'ai aussi la réponse. Je m'attendais à ce que vous puissiez parler de la Turquie, mais la Turquie n'a pas d'accord de voisinage, effectivement, et est actuellement, toujours, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les perspectives d'adhésion européenne, en fait. Depuis de nombreuses années, c'est ce qu'on appelle l'IAP, les instruments d'aide de préadhésion. Moi-même, j'étais allé en mission parlementaire en Turquie il y a maintenant une douzaine d'années, où on avait des relations beaucoup plus proches. Et c'est vrai qu'on avait pu constater que, étant en phase de préadhésion à l'époque, je dis à l'époque, en étant en phase de préadhésion, la Turquie avait franchi plusieurs étapes sur le droit européen, sur, par exemple, sur le respect des minorités, sur des questions de démocratie. Je ne suis pas sûr que depuis, ça se soit concrétisé et qu'au contraire, il y a eu d'énormes régressions, mais qu'on peut mettre peut-être aussi pour partir en parallèle avec l'effritement des relations de la Turquie avec le reste de l'Union européenne. Ensuite, je vais être franc, il y a des choses qui m'ont un peu choqué. Mais ça ne vient pas spécialement de vous. Je ne veux pas notamment être en divergence avec mon ami Pueyo, qui nous quitte, et qui était mon voisin, là, en commission de la défense, en commission des affaires européennes. Moi, j'aime pas trop quand on dit meilleur élève du partenariat oriental. Les meilleurs élèves, le respect des standards européens. Comme s'il y avait d'un côté les maîtres à penser, le politiquement correct, le moule européen, et qu'on serait là en donneur de leçons par rapport à d'autres pays. Je crois qu'il faut être attentif aux mots que l'on emploie. Et ça m'amène à la question. Quels sont les standards européens respectés? Est-ce que les standards européens respectés, il s'agit de ces réformes structurelles qui consistent à aller vers toujours plus de compétitivité, de concurrence, de libéralisme effréné? Est-ce que c'est ça le standard européen à respecter? On parle de la mobilité. Est-ce que la mobilité, je crois que dans le texte vous faites allusion à l'obtention des visas au niveau de la Géorgie, au compte-gouttes, vous savez, moi je reçois dans mes permanences, beaucoup d'entre nous régulièrement, des personnes d'origine d'Afrique du Nord qui attendent par exemple un père ou une mère parce qu'il y a des problèmes familiaux, ou ne serait-ce parce qu'il y a des mariages pour une fête, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est hospitalisé qui n'obtiennent jamais de visa dans notre pays. Je pense que par rapport à ça, le standard que l'on met en œuvre souvent, ce n'est pas forcément un exemple. Est-ce que la bonne gouvernance, quelle est la bonne définition de la bonne gouvernance qu'on veut donner comme aussi un standard européen? Est-ce que c'est l'écrasement des pouvoirs législatifs, comme on le voit dans beaucoup de pays européens, et comme quand même on le sent aussi chez nous assez régulièrement, même si ça ne prend pas la même proportion qu'en Pologne ou en Hongrie? Est-ce que les standards européens, c'est l'éthique que représentent les paradis fiscaux européens qui captent pour de l'optimisation fiscale, voire pour réunir du capital et se faire de l'argent facile? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça un standard européen, cette éthique-là? Est-ce que le standard européen, c'est le respect de l'environnement comme, je m'excuse auprès de mon collègue allemand, le développement des centrales à charbon ou au lignite, que ce soit en Allemagne ou en Pologne? Est-ce que le standard européen, c'est ce qu'on a imposé à la Grèce pendant plusieurs années parce qu'il fallait rentrer sous les fourches, notamment de la Troïka?
c'est une question que je pose. Qu'est-ce que vous entendez par standard européen? Vraisemblablement que tout ce que j'ai cité, vous n'y pensiez absolument pas, mais dans ce cas-là, quels sont les standards européens qui doivent servir de modèle à l'ensemble du monde? Bien, c'est là. Vous savez, monsieur Unco, en France, on a un parallèle classique entre Racine et Corneille. Parce que Racine peint l'homme tel qu'il est et Corneille le peint tel qu'il devrait être. Et les standards européens, c'est l'Europe telle qu'elle devrait être, et c'est l'Europe de Corneille. Et l'Europe que nous décrit notre collègue M. Chassaigne, c'est l'Europe de Racine, c'est-à-dire l'Europe telle qu'elle est. Alors notre but, c'est évidemment de passer de Racine à Corneille, mais c'est un rude effort. Bon, si à Molière, en Jean les Tartuffes, mais ça c'est autre chose. Bon, est-ce que j'ai